Toi qui as toujours vécu au Congo avec un père vétérinaire, tu as toujours finalement eu des chiens à tes côtés. Toujours. Toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours été entourée de chiens. Mon père était chasseur. Bon, il y a 60 ans ou 50 ans, allez, ne vieillissons pas trop, allez, il y a quand même 55 ans. La chasse n'avait pas le côté péjoratif d'aujourd'hui. C'était comme ça, on allait à la chasse au petit gibier. Et j'ai toujours vu mon père avec un pointer, avec un cocker, des chiens de chasse. Et ça fait partie de ma vie. Mais même la chasse, ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, je la combats, mais je combats la chasse industrielle, c'est-à-dire les vrais braconniers et qui tuent tout ce qui bouge et qui boucanent la viande. Mais je ne combattrai jamais un chasseur traditionnel qui part pour le village tuer une antilope. On ne peut pas changer les traditions des gens. Et je crois que c'est ça aussi, d'avoir été élevé en Afrique, c'est de comprendre. Comprendre, mais à partir du moment où il y a le respect de la nature. Et croyez-moi, les vrais chasseurs traditionnels ont un grand respect des animaux et de la nature. Ils vous en parlent avec énormément de respect. C'est pas juste un animal qu'on va prendre au piège ou tirer à la carabine ou avec des flèches. Ils ont du respect de l'animal. Le chasseur traditionnel n'appauvrit pas la forêt. C'est la chasse industrielle avec des anciens combattants qui ont des armes de guerre et qui détruisent tout. Ça, oui, on combattra jusqu'au dernier. Mais un chasseur respectueux de la nature, dans un pays qui a toujours vécu de ça, on doit arrondir nos angles de vue surtout. Et je crois qu'une des grandes parts de la conservation de la nature, pour moi, c'est la compréhension de tout. On connaît l'interdépendance sur Terre. On sait qu'on ne doit plus aider seulement les hommes. On ne doit plus aider seulement les animaux. Tout ça est interdépendant. Et donc, je pense que l'approche avec les populations dans la nature, qui vivent au sein de la nature, au sein de la forêt, par exemple, dans la forêt équatoriale du Congo, nous devons comprendre beaucoup mieux. Et il fut un moment où on protégeait que les animaux. Après, il y a eu le grand revers, c'est on ne protège plus que les humains. Et puis tout ça, moi je trouvais, était complètement déplacé. Ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens l'interdépendance de chacun par rapport au respect de la planète. Et ça, si on n'arrive pas à cette approche, eh bien on va se fracasser contre le mur. C'est-à-dire que nous sommes rien tout seuls, c'est vraiment cette unité à défendre entre la nature, les hommes et les animaux. À partir du moment, je crois, où l'homme s'est désolidarisé de la planète, à partir du moment peut-être où on a respecté d'autres choses comme des dieux, des choses comme ça, l'homme s'est séparé de la nature qui a été son Dieu pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ben, je pense qu'il est temps d'agir, parce que sinon la forêt va se danger, peut-être plus que la planète. La forêt va nous sortir des virus inconnus, parce que l'homme va partout, pénètre partout, et je pense qu'on entre dans une génération, dans une nouvelle ère, qui est celle malheureusement des virus. Et je veux dire, depuis 30 ans, on les connaît bien, mais on n'a encore rien trouvé. On vient de vivre, nous, au Congo, une épidémie d'Ebola. Eh bien, on gère, mais on ne soigne pas. Donc, je pense que la forêt gagnera toujours, comme la nature gagnera toujours. Et si on est trop méchant avec elle, c'est nous qui partirons. Mais elle va se sauver. Donc le fait de jamais oublier que nous ne sommes que locataires de cette terre et absolument pas propriétaires. Nous sommes absolument de passage et la terre ne nous appartient pas. Ce n'est pas parce qu'on est une espèce qui peut user de son cerveau de tous les côtés, en bien comme en mal, qu'on doit la coloniser de tout partout. On l'a fait, mais maintenant on va trop loin. Et on
nous envoie des messages, qu'on va trop loin. Mais on n'écoute rien, on n'écoute pas. On a peur de l'ingérence. On n'ose pas dire, par exemple, à certains pays, bon, arrêtez de vous reproduire comme ça. Vous n'avez pas de moyens d'existence. Où vont aller ces enfants sans éducation, etc. Tout le monde pense que c'est de l'ingérence. Mais je pense qu'il faut réaliser ce qui nous arrive, parce que sinon la Terre va nous corriger. La nature va nous corriger. Est-ce que tu te souviens la première confrontation entre un chien et un bonobo? Comment les bonobos ont réagi? Ah, ça s'est toujours très bien passé. Il y a même des petits bonobos en période de réadaptation, vraiment de retrouver le goût de vivre, qui s'appuyaient et qui se collaient sur le flanc de Mystique ou de Rocky, nos deux chiens. Non, je pense que les bonobos recherchent la chaleur, l'affection. Et quand un chien les laisse se coucher ou se mettre à cheval sur leur dos, ben voilà, c'est amusant. Mais il n'y a pas d'animosité du tout entre nos chiens et les bonobos. Alors justement, tu parlais de Mystique. Mystique, ça fait longtemps qu'elle connaît les bonobos. Mais depuis le début, puisqu'on a trouvé Mystique sur place, un petit chien de village qui était abandonné pendant la guerre, et elle a construit Lola avec nous. Donc Mystique fait partie de Lola comme les maisons et les enclos des bonobos font partie de Lola. Elle est toujours là. C'est pas seulement un gardien, c'est un monument de mémoire. Et pourtant, les bonobos lui en ont fait voir. Ah oui, oui. Manger les oreilles, enfin mordiller le bout des oreilles, tirer sur la queue à 3-4 petits de la nurserie. Oui, non, elle a passé son baptême, hein. Mais elle les aime, je pense. Jamais elle a un petit peu aboyé ou... Jamais. C'est comme si elle savait que c'était des enfants. Et comme c'est un chien de village, il a certainement été élevé avec des tas d'enfants dans le village. Donc tout le monde sait que les enfants ne sont pas toujours très tendres avec les chiens. Et bien Mystique, c'est juste des enfants en plus, je crois. Non, il n'y a pas de problème. Et Mystique, est-ce qu'elle est plus proche des petits, des bonobos, ou est-ce qu'elle aime bien aller voir les grands, un petit peu mettre... Ah oui, elle fait le tour avec tout le monde le soir, vers 17h, comme ça, quand on fait le dernier tour des enclos, quand les bonobos, avant d'aller se coucher, prennent le temps de vivre et de se raconter les dernières histoires de la journée. La Mystique, elle fait son petit tour aussi. Bon, elle gare un peu sa queue loin du treillis pour ne pas la faire tirer dessus. Mais c'est plus par jeu que les bonobos feraient ça, mais certainement pas pour faire du mal à Mystique. Même les bonobos qui ont 20 ans, ils connaissent Mystique à peu près, quoi. Ils sont arrivés à Lola et Mystique, elle est là depuis 15 ans, donc même les grands la connaissent. Donc non, Mystique et les bonobos, c'est une grande histoire d'amour. Le chien est un animal domestique, le bonobo reste un animal sauvage, mais la cohabitation se passe bien. La cohabitation se passe très bien. D'ailleurs, Richard Wrangham a dit qu'un bonobo, il s'était domestiqué par lui-même, parce qu'il n'avait pas de compétition. C'était pas comme le chien, mais c'est une autre forme de domestication. Il est sauvage, c'est vrai, mais par rapport au chimpanzé, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Donc Richard disait, le bonobo c'est un peu une forme d'auto-domestication. Il est devenu plus pacifique parce qu'il n'avait pas tellement de compétition et une autre forme de domestication que par l'homme, quoi. C'est par lui-même qu'il l'a fait. Et peut-être tous ces animaux un peu pacifiques comme les chiens et le bonobo en général s'entendent bien, ils sont du même bois. Il y a 2 petits nouveaux à l'heure actuelle qui viennent d'arriver à Lola. Oui, 2 petits nouveaux chiens. Ben voilà, c'est vrai, on vient de perdre Rocky qui était comme Mystique avec nous depuis, je crois qu'il devait avoir 16 ou 17 ans, avec un sérieux bagage de jeune guerrier parce qu'il avait reçu une balle pendant la guerre dans la cuisse.
il vient de nous quitter. Et donc Mystique était très très triste parce que c'est son compagnon de longue date. Je crois qu'il doit avoir une paire de gosses ensemble, quelques sérieuses paires de gosses ensemble. Et puis voilà, Fanny et Raphaël, ma fille et le vétérinaire, sont partis à l'Équateur. Et ils ont donc ramené 2 bébés, Basenji, des chiens de l'Équateur, qui n'aboient pas. Et du coup, Mystique a une nouvelle vie. La revoilà devenue maman. Est-ce qu'on appelle ça les chiens jaunes? Comment tu pourrais les décrire? Les Basenji, c'est une espèce endémique au Congo. C'est un chien de chasse. Les Congolais l'utilisent essentiellement en chien de chasse parce que c'est un chien qui lève le gibier, mais il n'aboie pas. Il n'aboie pas. Et dans le monde, il est très recherché parce qu'il est très particulier. Il a une queue en tire-bouchon. C'est un petit chien. Et d'ailleurs, le mot Basenji veut vraiment dire dans nos langues, un petit bon à rien, quoi, un petit machin du coin. Et c'est le Basenji. Donc nous avons 2 nouveaux Basenji. Et voilà. Alors à Lola, il y a des chiens, mais à Bassankousou, là où les bonobos sont relâchés, on trouve aussi des chiens dans le village. Quel est le... Il y a des chiens, c'est-à-dire que c'est un endroit de chasse, donc les chasseurs utilisent ces fameux Basenji. Dans le village, bien sûr, ils ont toujours des chiens, ne serait-ce que pour la garde. C'est des populations qui vivent au bord des rivières, dans la forêt. Donc il y a beaucoup de passages, il y a des pirogues et tout, donc ils ont besoin d'être gardés, si on veut. Donc le chien fait partie de la vie de tous les jours des hommes là-bas. Bon, ils ne sont peut-être pas aussi gâtés qu'en Europe, ils n'ont pas leur petite boîte avec le canard aux épinards, ou Dieu sait ce qu'on peut offrir à nos chiens ici pour montrer qu'on les aime. Ce sont des chiens qui se débrouillent très souvent par eux-mêmes parce que les gens sont à la limite tellement pauvres pour eux-mêmes que même pour leurs nombreux enfants, ils n'ont pas toujours la nourriture. Donc ils chopent ci et là. On les voit même pêcher dans les filets qu'on tend auprès des maisons. C'est des chiens différents, mais ce sont des chiens quand même, des compagnons des hommes. Avec ce vrai rôle de gardien aussi, de protection. Oui, de gardien, de protection et de chien de chasse pour pister les antilopes dans la forêt, ou le petit gibier, les petits cochons sauvages et des choses comme ça. Bon, moi j'essaye de combattre ça puisque notre réserve aimerait bien ne pas avoir la visite des braconniers, mais depuis 6 ans qu'on surveille cette forêt, la biodiversité est revenue en masse, donc forcément c'est tenter le diable aussi. Et on a des petits chiens qui vont dans la forêt, mais bon, ils rencontreront les bonobos et je ne suis pas sûre qu'ils vont gagner la bataille parce que les bonobos ils connaissent Mystique, puisque nous on les a ramenés, ils ont été habitués avec Mystique, donc ils n'ont pas peur des chiens. Donc on verra qui va aboyer le premier, parce que les bonobos ils aboient bien aussi. Quand tu quittes le sanctuaire de Lola, tu résides avec ta famille à Kinshasa. Et là, dans ta maison à Kinshasa, il y a toujours eu des chiens. Toujours, toujours. Et pas seulement par sécurité, c'est parce que le chien, c'est un compagnon. Et mes enfants sont comme moi. Je ne suis pas vétérinaire comme mon papa, mais j'ai vécu toute ma vie avec des animaux. Mes enfants comme moi, des chats, des chiens. J'ai un fils de Mystique à la maison. Bien sûr, il fallait bien que j'ai une partie de souvenirs de cette Mystique. Et puis j'ai un très très grand chien, un chien de berger d'Anatolie. Au garrot, ça fait 1 mètre à peu près. C'est pas le petit chien noir dont je rêvais pour mettre dans mon sac à main. Mais bon, il est magnifique. Il a des yeux. C'est un grand labrador, un peu encombrant, je dois dire. Il est arrivé comment ? Il est arrivé de France. Il est arrivé tout petit, 35 kilos. Mais il fait partie de la maison. C'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir
un semi-remorque dans le living, parce qu'il fait des marches arrière, parce qu'il ne peut pas tourner sur place. Mais il est adorable. Je l'adore. Il s'appelle Léo. Il a un aboiement différent quand les gens qu'il connaît franchissent le portail ou si ce sont des étrangers. Et il a une telle voix grave et très profonde qu'il n'y a personne qui franchit le portail quand on le voit arriver. C'est à la fois une sécurité pour nous. Moi, je ne ferme plus les portes la nuit à cause de lui parce que c'est un gardien magnifique et il est toujours éveillé. Je me dis parfois, mais il dort quand ce chien? Il doit dormir la journée quand on n'est pas là. Alors évidemment, c'est impossible de comparer un bonobo à un chien, mais dans les qualités du chien, quelles sont les qualités qui, toi, te sensibilisent le plus? Moi, je ne sais pas, mais j'ai vu de nombreuses personnes déprimées ou qui avaient un problème, qui venaient se réhabiliter auprès des bonobos. Je ne sais pas pourquoi les bonobos ont vraiment aidé beaucoup de gens. Parce que c'est à la fois un animal et à la fois c'est difficile de ne pas faire de l'anthropomorphisme. Ils ont beaucoup d'empathie et quelque part les chiens ils ont de l'empathie. Ils ont de la fidélité, c'est vrai, mais il y a quelque part de l'empathie. Je pense que moi je me souviens de chiens où quand j'étais triste, mon chien il venait s'appuyer le museau sur mes genoux et j'avais l'impression qu'il me disait bon allez ça va, je suis là moi aussi. Et il y a quelque chose de ça dans ces deux espèces. Ils nous regardent, en tout cas les humains, avec une vision probablement très différente. Le chien est un animal domestique, il nous connaît très bien. Le bonobo, il est réhabilité par des mamans humaines, donc il a un peu ce côté humain sans faire d'anthropomorphisme ici, mais il a un peu ce côté humain, donc il nous regarde parfois tous les deux avec la même empathie. Je trouve que c'est ça, être eux et être nous et passer la ligne qui nous sépare tout le temps. Qui n'a pas parlé à son chien dans n'importe quelle langue du monde? Eh bien, les bonobos, c'est pareil, on leur parle. Il y a une ligne qui sépare nos deux mondes, on la franchit des deux côtés. Et parfois, ils sont chez eux, dans leur monde, et nous, chez nous, dans notre monde. On ne se parle plus parce qu'il y a une espèce d'autisme. Mais avec notre chien, c'est pareil. On lui parle, il nous regarde, on a l'impression qu'il a tout compris. Et puis, à certains moments, il redevient cet animal qui fut sauvage un jour, et il est dans son monde, comme un loup serait dans le sien, mais il est parti dans son monde à lui. Et je pense que les deux, c'est un peu ça. Les chiens et les bonobos, ils ont ça. Ils franchissent notre ligne, mais ils peuvent se retirer dans leur ligne. Et vivre avec un chien, c'est comme vivre avec un bonobo. Il y a des moments où on est ensemble. Donc les bonobos, pour finir, les bonobos sont dans ton cœur, c'est aussi ton combat de ta vie, mais les chiens sont toujours là. Les chiens sont toujours là. Les chiens font partie de ma vie, absolument. Et quand ici, je vois les restrictions qu'on fait pour ne plus laisser le chien être vraiment le compagnon idéal, je pense à cette population vieillissante de ces parents dont les enfants partent un peu loin. Ils n'ont pas leurs petits-enfants. Ce chien c'est un bâton de vieillesse, c'est un compagnon incroyable. Et on devrait leur laisser la place qu'ils ont toujours eue. C'est vrai, on vit dans la modernité, mais il y a moyen de vivre ensemble. C'est comme les bonobos dans la forêt et les chasseurs. Il y a moyen de vivre ensemble. Il y a moyen qu'on se respecte. Il y a moyen qu'on garde la terre comme on nous l'a donnée. Et je pense que dans la ville, on peut faire la même chose. Laisser la place aux chiens. Ils mettent tellement de baume à l'âme de tant de personnes. Non, vive le chien, vive ma vie.